Professeur Léon Cassirs, bonjour. Bonjour. Professeur Cassirs, vous êtes professeur émérite de psychiatrie à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes aussi ancien doyen de la faculté de médecine de cette même université. Mais le grand public vous connaît surtout aujourd'hui comme l'un des premiers présidents du comité consultatif d'éthique et aussi pour vos prises de position, disons, humanistes lors de l'élaboration de la loi sur l'euthanasie. Ça, c'est un fait, mais dans cet entretien, c'est quand même au psychiatre que nous allons nous adresser, au psychiatre qui fut à la fois enseignant et praticien, ça devient rare, et un psychiatre qui a marqué des générations de jeunes psychiatres après lui. Alors, vous donnez à votre recueil, le recueil de vos principales publications ici, le titre « Parcours du sujet » et puis en sous-titre « Chemin pour une psychiatrie humaniste ». Bon, je voulais commencer par là. Est-ce que ce n'est pas une tautologie quelque part? Est-ce que vous voulez dire par là qu'il y aurait une psychiatrie qui ne serait pas humaniste? De temps en temps, et encore il n'y a pas si longtemps, dans l'évocation d'un anniversaire du service, j'ai fait un petit discours centré sur le fait que nous ne sommes pas destinés à faire de la psychiatrie vétérinaire, ce qui est parfaitement possible. Vous pouvez faire la psychiatrie des singes, des vaches et des chevaux, etc., et des animaux de compagnie, tant que vous voulez. Et donc la question est de savoir si les maladies mentales sont quelque chose de spécifique chez les êtres humains, et la question est de plus en plus présente, puisque on vous démonte le cerveau en disant que si vous avez telle hormone, vous pensez ceci, si vous avez, etc., etc. Vous connaissez ça. Et donc c'est une très vieille question, j'ai été occupé vraiment à réfléchir depuis le début, dire mais qu'est-ce qu'il y a de différent quand il s'agit d'un être humain? Et je pense que la différence essentielle, et c'est ça que j'ai toujours tâché de redire, elle n'est pas dans les théories multiples du psychisme humain, elle est dans le fait que quand un être humain a n'importe quelle vicissitude, maladie ou même pas maladie, mais même dans les maladies mentales, il y a toujours le moment où il se dit oui mais enfin, et alors? Et alors quoi? Enfin, qu'est-ce que je fais ici? Et qui est une espèce de rapport de lui à lui, qui est en train de se demander mais, quelle place il occupe dans ce bas monde, et surtout quel chemin il est en train d'y faire, et puis si ça a un sens, ou si ça n'a pas de sens. Et ça, c'est une question qui d'habitude est très peu posée en psychiatrie, ou bien à laquelle on répond de manière mécanique par des théories. Et ça, j'ai toujours été opposé à cette réponse mécanique par des théories, même si ça contient une part de vérité. Donc, si vous voulez, pour donner un exemple pratique, si vous faites de la psychanalyse, vous prenez des théories psychanalytiques habituelles. On peut très bien dire, et de manière plausible et même vraie, que d'être boucher, ou, si vous voulez, d'être chirurgien, c'est une façon de satisfaire des tendances premières sadiques, et des fantasmes sadiques. Eh bien, en même temps, c'est vrai. En même temps, c'est totalement différent. Et c'est une des merveilles de l'humanité, d'être capable de transformer les tendances sadiques en chirurgie ou en boucherie. Et on dit d'habitude donc ces choses en les dévalorisant. Et c'est l'inverse. C'est pas une dévalorisation qu'il faut dire, il faut dire que c'est une merveille, que justement des tendances instinctives qui sont sensiblement les mêmes que celles des animaux, eh bien les êtres humains sont capables tout d'un coup de les transformer en quelque chose qui devient totalement différent, qui peut devenir de l'art, qui peut devenir un métier, qui peut devenir tout ce que vous voulez. Et ça, c'est une question qui renvoie l'être humain devant le sens. Si vous dites à quelqu'un, mais au fond, vous satisfaites, donc par exemple, vous êtes psychiatre, eh bien c'est une manière de satisfaire vos ambitions ou vos fantasmes voyeuristes. Ça se dit. Des psychiatres, des psychologues, comme vous savez. Est-ce que c'est la même chose de faire du voyeurisme ou de faire de la psychiatrie? Et alors, quelle est la différence? Eh bien, moi j'ai toujours été interpellé sur cette question, mais qu'est-ce que c'est de différent? Et ça se met dans quel statut? Et ça, comment ça se fait que tout d'un coup, quelque chose de négatif attrape une valeur positive?
Et ça fait partie de l'ensemble de la culture, de la formation psychologique de n'importe quel humain. Mais c'est un peu le problème devant lequel chaque humain se trouve. Il a comme ça toutes sortes de fantasmes, de désirs, et puis, à un moment donné, il est devant lui-même et se dit, alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Confusément, plus ou moins consciemment, ça. Mais la question est toujours à un moment donné consciente. Alors il faut reconnaître qu'elle est surtout consciente quand ça va mal, évidemment. Et donc, par exemple, pour les malades mentaux, un des problèmes centraux qu'ils ont, c'est qu'à un moment donné, ils ne savent plus se gérer eux-mêmes, apparemment, et ils doivent aller voir volontairement ou contraints un psychiatre qui, en quelque sorte, est là pour leur dire comment ils doivent gérer leur propre vie. Quelles sont les idées fausses ou les sentiments faux qu'ils ont et quels sont les sentiments justes. Il y a quelque chose de profondément inacceptable pour n'importe quel sujet humain de s'entendre dire qu'il n'est pas capable, qu'il pense de travers, que tout ça, que ce qu'il sent ou pense ne vaut rien, que d'ailleurs on va le gommer avec des médicaments. Et donc, cette question-là est d'abord une question d'humiliation assez fondamentale, à laquelle je trouve que, enfin, j'ai tâché d'apprendre aux gens à être sensibles à cet aspect d'humiliation, et en même temps, d'en discuter directement avec les malades, enfin du moins avec ceux qui posaient directement la question, ils ne sont pas très fréquents, mais avec ceux aussi qui posaient peut-être pas la question parce qu'ils n'osaient pas la poser, mais qui avaient ça en arrière-plan. Si vous voyez tout en noir, pour prendre un exemple simple, et que vous pensez que tout va tourner de travers et que rien ne va, que rien ne vaut rien, et que vous pensez vous suicider, et que 3 semaines après, parce que vous avez pris des pilules qu'on vous a prescrites, vous pensez que la vie vaut la peine, ça pose une question, au fond, dramatique sur vous-même. Enfin, quand vous pensez quelque chose, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et ça, je trouve qu'on ne prend pas en compte du tout assez dans la psychiatrie courante. Et c'est un peu ça que je veux dire quand on dit mais on soigne des maladies comme chez les animaux. Mais on ne soigne pas la question, enfin on ne s'occupe pas. Il ne s'agit pas de la soigner, mais de la prendre en compte de la question. Et alors, qu'est-ce que ça vaut, ce que moi je pense? Comment est-ce que je peux savoir que... Est-ce que c'est que de la chimie? Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que j'ai une maîtrise là-dessus? Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que c'est pour ça que, je reviens toujours à ce recueil-là, le parcours du sujet, il commence, le premier article, c'est un peu, on peut faire le parallèle avec Freud, c'est une étude que vous avez faite sur le cortex du singe, on était bien dans l'animal, et puis à la fin, on en arrive à des considérations qui sont philosophiques. C'est une évolution, c'est l'évolution de votre pensée aussi. Tout à fait, mais enfin, en fait, je suis très très ingénieur de nature. J'adore l'électronique, j'adore les ordinateurs. Et j'ai hésité d'ailleurs entre faire la médecine ou les études d'ingénieur. Et j'ai choisi la médecine un peu parce qu'il n'y avait rigoureusement aucun médecin dans ma famille. Et puis j'étais dans une famille où il était recommandé de faire ce que personne n'avait encore jamais fait. Et puis parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup plus humain que ingénieur. Mais une fois que j'ai fait la médecine, j'ai commencé par faire la neuro, c'est ce qu'il y a de plus électronique. Et donc j'ai travaillé au laboratoire de Van Guchten et avec un Américain de l'époque qui s'appelait Delgado sur le cortex des singes. Bon, mais alors les hasards de la vie, et ça a vraiment été un hasard, ont fait que j'ai eu une place possible en ce qu'on appelait la neuropsychiatrie, mais qui s'est révélé être rien que de la psychiatrie, plus ou moins rapidement. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une vocation là derrière pour la psychiatrie? C'est le hasard qui vous a mené là? Il y a énormément de choses qui sont dues au hasard dans ma vie. Ça m'a toujours frappé combien la vie est due à des occasions de hasard. Mais non, j'avais commencé en faisant la neuro, et puis j'ai eu une place chez un neuropsychiatre, mais enfin à l'époque c'était un peu mêlé, mais ce neuropsychiatre se disait d'ailleurs d'abord et avant tout neurologue, mon premier patron. Mais en fait on faisait de la psychiatrie plus que de la neurologie. Et alors au début d'ailleurs j'ai trouvé ça
d'un confus. La psychiatrie. La psychiatrie, oui, un truc, vous n'avez pas d'objectivité, vous n'avez pas de vérification de radio, vous n'avez rien, enfin, vous flottez comme ça, quelque chose de bien. Et puis petit à petit, même assez vite, ça a commencé à m'intéresser parce que je me suis rendu compte que ça avait peut-être beaucoup plus de cohérence et de logique, mais de type affectif, plutôt que de type physique, si vous voulez. Et puis, bon, voilà. Et puis alors, après une dizaine d'années que je travaillais là-dedans, je trouvais que les théories, les moyens, ce qu'on me racontait, ce que j'employais comme moyen pour comprendre les malades, enfin, ce qu'ils me racontaient, ça tournait en rond. Et alors, j'ai fait une psychanalyse pendant 5 ans pour... Ça a changé quelque chose? Ah oui, ça a vraiment changé. Enfin, à travers ça, j'ai vraiment acquis ou pu asseoir une conviction que j'avais peut-être déjà un peu, mais qui alors été solidement réconfortée, c'est que de toute façon, il est impossible de savoir quelle est la vérité de manière certaine et absolue. Oui. Ça n'existe pas. Pour aucun humain, dans aucun domaine d'ailleurs. Mais enfin, en psychiatrie. Donc, par exemple, ce que beaucoup de psy adorent, et pourquoi ils se passionnent, des théories. Alors, on est psychanalyste, ou on est comportementaliste, ou on est biologiste, etc. Ça m'a toujours semblé profondément absurde, parce que ce sont des façons de se rassurer, plutôt que d'accepter que, on flotte dans une incertitude de base, et puis on choisit des chemins. Vous avez dit, vous le dites, je me moque des assertions triomphantes des grands maîtres. Oui. D'abord, vous en avez eu des grands maîtres? Enfin, pas dans le sens qu'on donne d'habitude à les grands maîtres en médecine, les grands patrons célèbres, etc. On appelle des maîtres, ça je n'en ai pas eu. Ça, c'est ceux des assertions triomphantes. C'est plus en France qu'en Belgique d'ailleurs qu'il y a la tradition de ces grands patrons, grands maîtres. Mais j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont profondément influencé, mais qui étaient d'ailleurs essentiellement 2 philosophes. De Wallens d'une part, le professeur de Wallens et le professeur Ladrière d'autre part. Mais parce qu'eux m'apprenaient justement à savoir comment, par quel chemin, quelles règles il faut suivre pour faire une critique de ce qui est vrai, de ce qui est faux, et comment même dans l'incertitude on choisit en disant bon, c'est peut-être pas définitivement vrai, mais pour le moment c'est ça qui me paraît bon et puis c'est ça que je fais, etc. Et donc si je dois parler de maîtres, c'est plutôt ces 2-là. Vous avez toujours prôné dans votre enseignement, je pense, une très grande liberté de penser. Vous n'avez jamais hésité à faire appel à l'une ou l'autre. Vous ne vous réclamez, vous n'êtes pas l'homme d'une école. Vous avez fait psychanalyse, vous venez de le dire. Vous avez une formation en systémique, je pense. Vous avez commencé par la psychiatrie lourde, quelque part. Et comment vous y retrouvez là-dedans? Vous prenez un peu là où ça vous semble intéressant, et finalement, c'est face aux patients qu'on va chercher l'outil dont on a le plus besoin? Je veux dire 2 choses là-dessus. D'abord, j'ai toujours fait de la psychiatrie lourde. Jusque près de 60 ans, j'ai travaillé en salle d'urgence. J'ai fait des gardes en salle d'urgence, et entre autres, et j'ai soigné toute ma carrière des schizophrènes, des psychotiques. Parce que pour moi, ça c'est la psychiatrie vraiment costaud. Hein. Et donc ce qui est juste doit être applicable. Ça, ou si vous voulez, c'est un peu le test de vérité de la psychiatrie. Ce sont ces situations, soit quand vous êtes dans une salle d'urgence, vous y arrivez, mais vraiment, n'importe qui, n'importe quoi, quand vous êtes psychiatre, parce que c'est aussi bien des cas sociaux en déréliction que des vrais cas psychiatriques sur lesquels vous pouvez mettre un diagnostic. Enfin, c'est le dépotoir. Et en particulier le vendredi, fin d'après-midi et soir, où vous avez jusqu'à, je ne sais pas si ça se fait toujours maintenant, mais j'ai connu ça, des juges des enfants qui vidaient leur cabinet pour avoir le week-end tranquille et vous envoyaient le gosse à 5 h de l'après-midi le vendredi, et puis, paf. Enfin, ou la police ou tout ce que vous voulez. Enfin, ce qui ne va plus, quand on ne le supporte plus,
ça va chez vous, ça arrive en salle d'urgence avec n'importe quelle étiquette, mais rapidement on dit ça c'est pour le psychiatre. Et puis vous devez vous débrouiller. Et vous devez vous débrouiller souvent avec des gens qui ne sont pas contents d'être là. La plupart du temps, quand vous arrivez dans une salle d'urgence, c'est parce que vous avez un accident, quelque chose qui ne va vraiment pas, et vous arrivez dans un lieu de sauvetage. Et donc, a priori, vous voyez les médecins et les infirmières comme des sauveurs qui vont mettre leurs mains entre la mort et vous. Pas les gens qui viennent voir des psychiatres en salle d'urgence. La plupart sont envoyés contre leur gré et vous êtes l'ennemi. Et donc c'est un boulot vraiment difficile de à la fois comprendre et puis arriver à parler aux gens de façon à ce qu'ils puissent comprendre que vous n'êtes pas un ennemi, mais qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas et qu'on commence des négociations parfois assez amusantes, parfois incroyables, pour résoudre ça. C'est pas en salle d'urgence que vous allez mettre quelqu'un sur un divan pour faire une psychanalyse. Et donc, la question de la psychanalyse, pour moi, c'est de savoir si elle est applicable en salle d'urgence, en dehors du divan. Mais sur les théories, les façons de penser psychanalytiques, ça vous sert ou ça vous sert pas quand vous êtes dans une salle d'urgence. La même chose pour le comportementalisme, la même chose pour le systémique, la même chose à n'importe quelle théorie psychiatrique. Je trouve que c'est son banc d'essai remarquable, c'est la salle d'urgence. Et alors, également, en consultation plus courante, les psychotiques, les délirants, enfin les gens qui sont complètement... Et donc, c'est à partir de là, je trouve qu'une théorie, la validité ou l'intérêt ou l'utilité d'une théorie psychiatrique se teste. Et une fois que vous prenez ça comme test, ben, il ne faut pas beaucoup de temps pour que vous employez des morceaux de l'un, des morceaux de l'autre et tout, mais... Et alors une deuxième chose qui permet de choisir, ça paraît bizarre, mais que je trouve très utile, de quelle manière et selon quel système, si vous voulez, ou théorie, vous allez soigner quelqu'un, c'est tout simplement de lui demander. Et ça, c'est aussi une chose qui m'a toujours étonné, qui m'étonne encore. Souvent, si vous voulez savoir ce que désire quelqu'un, premièrement, il faut que ça vous intéresse. La plupart des gens ne s'intéressent pas à ce que l'autre désire en réalité. Ou croient que s'ils s'y intéressent, ils vont être obligés de dire oui. C'est pas parce que vous essayez de comprendre ce que quelqu'un désire que vous êtes obligé de dire oui ni de dire non. Mais c'est déjà intéressant de savoir qu'est-ce qu'il désire. Et puis, en outre, bon, si vous voulez, la complicité, si je peux appeler ça comme ça, ou l'accord entre quelqu'un et le médecin, ça va quand même marcher plus facilement si on s'interroge sur qu'est-ce que vous voulez. Et donc quand quelqu'un vient, moi je l'ai souvent demandé à des gens, au fond, bon, vous venez ici, qui vous a dit de venir ici, avec quel présupposé vous êtes venu me voir, est-ce que vous vous attendiez à ce que, ou vous préférez que je vous prescrive des médicaments, ou qu'on fasse une psychothérapie, ou quoi, quel est votre schéma? Et le plus possible, j'ai suivi ces schémas-là. Ce n'est pas la question de savoir ce qui fait plaisir au psychiatre, si vous voulez, qui est en cause. C'est la question de savoir ce qui peut être utilisé par les gens pour redonner un sens à leur existence et qu'ils puissent se réaccorder avec eux-mêmes, se réconcilier en quelque sorte avec eux-mêmes. C'est tout à fait aux antipodes de ce paternalisme dont vous m'aviez dit l'autre jour que c'était vraiment une des choses qui vous avait le plus frappé au début de votre carrière. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un asile à Lovenjoul et j'ai été voir de multiples asiles dans ma vie. Ça, c'est un genre de... dans le temps, hein, je ne dis pas parce qu'ils ont évolué, mais dans le temps, ça c'est vraiment le genre de médecine ou de psychiatrie que je n'aurais pas pu faire. Parce que bien les gens étaient bien soignés dans le sens que tout était propre, qu'on changeait leur drap de lit, qu'ils avaient bien à manger et que même que globalement on était gentils. Mais on savait toujours mieux qu'eux quel était leur bien, puisqu'ils étaient malades, donc pas raisonnables, donc... Alors ça, c'est le genre maître d'école qui vous dit voilà comment il faut faire pour vivre heureux. Mais il n'y a rien de plus énervant que les gens qui savent mieux que vous comment vous devez faire pour vivre heureux. En tous les cas, moi, quand on veut m'expliquer comment je dois faire pour vivre heureux, je veux bien écouter, mais c'est à moi de décider quand même. Hein. Dans les asiles, pas. Alors, dans d'autres asiles, même les conditions matérielles étaient
lamentablement insuffisante. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens, quelque part, sont un peu demandeurs qu'on leur dise comment il faut faire, encore aujourd'hui? Bien sûr. Évidemment que la plupart des gens viennent chez les psychiatres volontairement. Et parce qu'ils sont trop angoissés, trop malheureux, enfin que ça ne va plus. Et ils viennent vous demander comment il faut faire pour que ça marche. Et c'est probablement indispensable qu'ils croient que vous avez le truc. Mais là, il y a un quiproquo qui petit à petit, enfin sur lequel on peut démarrer. Il faut démarrer peut-être sur ce quiproquo, mais qui doit être petit à petit élucidé pour qu'ils reprennent en main leur propre gestion de vie. Parce que si vous savez comment ça marche, ils sont condamnés à venir chez vous à longueur de vie tous les 8 jours pendant 20 ans pour que vous leur expliquiez comment ils doivent réagir à chaque... Et c'est pas ça qui est intéressant. Il y a des gens qui font 20 ans de psychanalyse aussi, vous savez, ou de médicaments, ou de tout ce que vous voulez. Mais par exemple, même s'il y a des malades qui doivent prendre des médicaments de manière continue pour ne pas faire de rechute, moi j'ai toujours trouvé important de discuter avec eux qu'est-ce qu'ils attendaient des médicaments, qu'est-ce qu'ils avaient l'impression que ça leur faisait comme effet. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit les effets psychologiques des médicaments décrits par les gens qui les prennent. Hein, et c'est pas la même chose toujours de l'un à l'autre, etc. Mais également, moi je leur expliquais que je pensais qu'on savait, par exemple, pour un schizophrène, que s'il ne prend pas des médicaments de manière continue, ça risque de rechuter, mais que c'est à lui de savoir. Il y en a d'ailleurs, pas souvent, mais de loin en loin, qui m'ont dit « mais moi je préfère rechuter ». C'est très bon, si ça vous amuse, c'est bon. Mais alors, ça devient de curieuses discussions, parfois, parce que ça va être bon. Du moment que vous êtes content, c'est déjà un premier point, mais on a 2 devoirs dans la vie, celui d'essayer d'être content de sa propre vie, autant que faire se peut, et le deuxième, c'est de ne pas trop embêter les voisins. Et donc, vous vous dites, je ne prends pas de médicaments, je vais retomber malade, c'est très bien. Ça, je n'ai pas d'objection si vous trouvez que ça, c'est agréable, enfin, ou que c'est une expérience agréable pour vous. Mais comment vous allez faire pour ne pas embêter votre famille? Du moment qu'on n'embête pas le monde, et qu'avec soi-même. Donc, si vous voulez, je reviens un peu à psychiatrie humaniste, c'est la question de cet accord, de cette réconciliation de soi-même avec sa propre vie, sans pour autant exploiter les autres ou faire peser les choses sur les autres de manière excessive, qui pour moi veut, enfin c'est ça que ça veut dire, humaniste. Alors, vous avez déjà parlé de la salle d'urgence, comme vous disiez. J'aimerais bien qu'on approfondisse un peu ça, parce que une des principales révolutions, entre guillemets, qu'on peut mettre à votre actif dans votre parcours à l'Université de Louvain, c'est la création de cette unité 21, ou clinique universitaire Saint-Luc, qui, à l'époque, était quelque chose de totalement innovant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte et ce que vous avez voulu faire avec cette unité-là? Oui, ça n'a d'ailleurs pas été très facile à obtenir. Mais, bon, moi je trouvais que quand vous avez des gens qui ont des troubles mentaux, l'ensemble de la population ou le citoyen moyen les considère comme des zozos, des ratés, et donc quand ils parlent, et leur famille, tout ça, donc quand ils disent quelque chose, ça compte plus, en quelque sorte. Enfin, donc ce sont des gens incroyablement minorisés et disqualifiés en quelque sorte en tant qu'interlocuteurs. Alors quand en plus, une fois que vous les soignez, vous allez les mettre à la campagne, dans des asiles, isolés de la ville, avec des visites difficiles parce que les trajets sont longs, avec impossibilité à peu près de les envoyer normalement au cinéma, au théâtre, ou aller faire des courses chez Deleuze, enfin peu importe, mais donc déconnectés de la vie réelle. Après ça, premièrement, quand ils vont bien, mais ils vont bien dans un milieu tout à fait artificiel, qui n'est pas un test réel de savoir si on va bien dans la vie réelle. Donc ça c'est une première raison. Et puis, ils vont bien dans un milieu qui est un milieu d'exclusion, enfin d'une certaine manière, de disqualification comme des gens valables, qui ont quelque chose à dire. Donc pour moi c'était très important d'arriver à les soigner dans un hôpital normal,
qui a tous les services et dire mais la psychiatrie c'est comme le reste, ce sont des gens qui ne sont pas plus disqualifiés qu'une jambe cassée. Et non seulement vous avez eu cette audace de vouloir garder de tels patients dans un hôpital général, mais en plus vous avez tissé tout un réseau autour. Pendant la salle d'urgence, évidemment, l'unité 21, si vous voulez, c'était le lieu d'hospitalisation des cas qui devaient être hospitalisés dans les urgences, à partir des urgences. Enfin, au maximum possible, on soigne les urgences sans hospitalisation, en tâchant de trouver, ou bien en les gardant pendant 1 jour, 2 jours, et puis... Mais enfin, donc il y a un lien assez fort entre une salle d'urgence et une unité d'hospitalisation psychiatrique dans l'hôpital général. Hein. Du moins pour moi, c'était... Mais quand vous êtes en salle d'urgence, que vous avez des gens en salle d'urgence, bon, ils arrivent dans... En quelque sorte, vous voyez le petit bout de l'iceberg. Vous voyez le fait critique qui a fait que... Donc, il a avalé un paquet de pilules dans une tentative de suicide. Ou bien, il ou elle a cassé la vaisselle, fracatamoum, hein, à la maison, et puis ça ne va plus. Ou des trucs comme ça. Mais... En fait, c'est l'aboutissement de toute une histoire relationnelle avec leur milieu, et ça va devoir continuer de l'autre côté, où il faut retisser quelque chose de viable avec le même milieu d'habitude. Donc ça ne sert à rien de donner, mettons, un médicament calmant qui va calmer le jeu comme ça, sans vous occuper de ce qui vient avant, de ce qui vient après. Mais s'occuper de ce qui vient après, quand vous êtes dans votre salle d'urgence, vous ne savez pas courir à la maison. Donc j'ai essayé en effet de travailler avec des médecins traitants, des médecins généralistes, des centres de santé mentale, ça, des gens qui pouvaient assurer le relais à l'extérieur. Et avec les familles aussi. Et avec les familles, bien entendu. Et avec, je ne sais pas moi, la police, les travailleurs, tout le tissu social. Oh oui, moi, vous savez, je sais bien que, par exemple, travailler avec la police, on pousse des cris et des hurlements, en disant, mais enfin, et votre secret professionnel, et ceci, c'est ça, enfin bon, et la répression par rapport à la thérapeutique. Mais enfin, moi j'ai toujours été hautement sceptique et même très ironique vis-à-vis de ce genre de choses, parce qu'évidemment, si vous voulez ériger en système, d'aller dire à la police tout ce qui se passe dans votre salle d'urgence, ça ne va pas. C'est sûr, enfin c'est pas... Et si vous travaillez avec la police dans un esprit de répression, ça ne va pas. Mais les gens ne sont pas coupés en morceaux, ils n'ont qu'une vie, comme disait Wallon. Et c'est dans une seule vie que tous les éléments doivent se mettre, y compris la police, l'instituteur, l'époux, l'épouse, les enfants, enfin tout. Vous êtes, vous, moi, tout le monde dans sa vie doit faire une espèce de synthèse bizarre, avec des éléments complètement disparates, et ça ne fait jamais qu'une seule personne qui est vous. Hein. Un être humain est toujours devant une question étrange qu'il ne sait pas résoudre. Et je me dis à ça, mais qu'est-ce que je fais ici? Enfin, comment ça se fait que je me trouve là? Et pour ça, vous parliez de philo, je comprends très 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 bien la philosophie de Camus et de Sartre, et ça, qui dit, mais c'est absurde. Effectivement, rationnellement, si vous vous mettez dans les catégories de la raison rationnelle, être un être humain, c'est absurde. C'est être un être qui est soumis à des questions pour lesquelles il n'est pas équipé, il ne reçoit pas les éléments qu'il faut pour répondre. Donc pourquoi je suis né? Bon, à quoi ça sert? Je ne sais pas. Pourquoi je vais mourir? Je ne sais pas. Hein? À quoi ça... Enfin, vous avez des questions, oui, mais on ne vous a pas donné, moi j'ai pas reçu, les humains n'ont pas reçu l'équipement pour répondre à ces questions, du moins sur le plan rationnel de la discours. Alors, je pense que on peut établir, et ça, c'est difficile à expliquer, mais je trouve qu'on sent ça très fort. Quand vous parlez avec quelqu'un, un malade, ou votre femme en journée, ou le policier du coin, ou n'importe qui, si vous êtes sensible à cette espèce de complicité humaine, je veux dire, vous êtes un humain qui ne sait pas quoi, avec un humain qui ne sait pas quoi, et avec les mêmes questions. Et si vous commencez à respecter vraiment ces questions, enfin le fait qu'on se pose ces questions, et à dire, c'est ça qui fait que nous sommes des humains et pas des singes, enfin que vous travaillez et que vous admirez ça, la façon dont les gens affrontent ça, et dont les humains, enfin en général, affrontent et essaient
et que vous avez vraiment, mais ça ne se commande pas, mais enfin, de l'admiration pour ça, et de la sympathie pour ça, alors vous pouvez parler avec n'importe qui, mais vraiment avec n'importe qui. Bon, donc on vient de parler de la création de l'Unité 21. Vous avez, à l'époque, vous avez aussi immédiatement pris vos distances vis-à-vis de l'antipsychiatrie, et vous êtes peut-être plus orienté vers un modèle plus institutionnel, plus à la française peut-être? Ce qui m'intéressait, c'était que les gens modestes aient accès à la psychiatrie, ce qui n'était guère le cas. Donc j'ai beaucoup collaboré, mais c'est le professeur Vermeulen de l'ULB qui avait inauguré ça en Belgique, les centres de santé mentale qui sont des centres de proximité de consultation psychiatrique. Mais enfin, j'ai beaucoup travaillé à en fonder, à développer ça. Vous avez fondé le centre de Chapelle-aux-Champs qui a ensuite rayonné. J'ai fondé celui de Chapelle-aux-Champs, celui de Saint-Gilles, celui de Saint-Josse-de-Naute, celui de Woluwe-Saint-Pierre, pour ne citer que ceux-là. Pour ne citer que oui. Bon, donc enfin ça oui, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, mais qui est de rendre la psychiatrie accessible à tout le monde. Et puis alors, bien sûr, j'ai été pris dans tout le mouvement mai 68 antipsychiatrie qui avait commencé avant, qui s'est développé, et qui d'ailleurs à la fois réclamait très très fortement contre le traitement des gens en asile, ça j'en ai parlé, mais également dans des idées marxistes loufoques, enfin pseudo-marxistes, à travers le thème de l'aliénation de Marx, qui n'a rien à voir avec la folie, mais qui mêlait, dire qu'au fond, les gens devenaient malades mentaux à cause de leur situation sociale, parce qu'ils étaient des opprimés. Bon, ça c'est le romantisme adorable de l'antipsychiatrie. Alors, moi je ne suis pas très romantique, et les deux pieds dans la réalité très fort. Donc, alors c'est vrai que des circonstances sociales peuvent freiner, empêcher, retarder des moyens de guérison. Mais ça ne vous fait pas tomber malade tel quel. Maintenant, je trouve que l'antipsychiatrie a été un mouvement de libération des esprits et des institutions tellement remarquable que je n'y ai participé. J'ai même été à un congrès d'antipsychiatrie en Italie, à Trieste, bon, etc. Mais toujours avec en effet un peu de distance parce que, si vous voulez, à la limite, employer des malades mentaux qui en ont déjà assez sur les bras avec eux-mêmes et les employer comme fer de lance de la révolution politique, ça va pas. Ça ne marche pas d'ailleurs en plus. Mais enfin, en outre, c'est malheureux, ils n'ont pas encore en plus la responsabilité de faire la révolution. Oui, et sur le plan aussi de la hiérarchie, parce que l'antipsychiatrie, c'est tout le monde est égal, le médecin, le masque. Oui, ça, j'ai pas rêvé beaucoup non plus. J'ai beaucoup connu, j'ai même participé, très peu, mais surtout participé au repêchage et la remise en ordre d'associations qui fonctionnaient en autogestion. Bon. L'autogestion est une merveille à condition que tout le monde soit vertueux. Tout le monde n'étant pas vertueux, ça finit toujours par s'écraser. Alors vous avez là un leader charismatique qui prend le pouvoir sans dire qu'il prend le pouvoir, ou bien n'importe qui fait n'importe quoi et finalement le but de l'opération est perdu. Et ça, j'ai été mêlé à plusieurs fois, parce que c'est en même temps des gens au départ d'un idéal, d'un dévouement. Donc moi j'ai beaucoup fréquenté ces milieux et je m'entendais très bien avec eux et je les aimais bien. Mais de temps en temps... Vous en êtes revenu. De temps en temps, mais ça c'est un peu mon bon sens réaliste marolien qui fait que, bon, le romantisme c'est magnifique, mais ça ne doit pas trop passer dans la réalité parce que ça ne va plus. Mais donc j'ai beaucoup aimé l'antipsychiatrie, en même temps j'ai beaucoup critiqué, c'est vrai. C'est toujours votre indépendance d'esprit. Si vous voulez. Enfin, c'est la réalité qui décide, hein, pour moi, tel que ça marche ou ça marche pas. Ça aide les gens ou ça aide pas les gens. C'est vraiment mon critère. Oui, c'est vraiment... Et justement, je voulais demander, dans tout l'enseignement que vous avez donné, et puis maintenant, il y a ceux qui vous suivent, est-ce qu'il y a des choses que vous constatez que ceux qui vous suivent transmettent encore aux générations suivantes? Je déteste jouer les belles-mères et donc je n'ai plus fréquenté mon service à partir du moment où j'ai pris ma retraite. Bien sûr, j'ai de temps en temps rencontré l'un ou l'autre et puis de loin en loin, ils m'ont invité à un anniversaire de commémoration. Mais je suis resté sans chercher à avoir des renseignements et à distance parce que je ne tiens pas à même venir embêter les gens quand
vous ne pouvez quand même pas ignorer que vous avez marqué de votre patte. Alors je constate avec plaisir qu'un certain nombre de gens disent que j'ai marqué et que vraiment, bon, ils trouvent que... J'espère que ce que je leur ai appris, mais ça, je n'ai pas été vérifié, c'est de faire attention à ce que les gens désirent et de prendre les humains comme équivalents d'eux-mêmes en tant qu'ils sont des humains, c'est-à-dire en tant qu'ils sont plongés dans une vie dont ils n'ont pas la réponse. Et ça, c'est un peu bizarre, si vous voulez, mais ça, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. À partir du moment où on sent ça, où on perçoit ça, que c'est comme ça pour n'importe qui, il faut commencer automatiquement, pour moi, à respecter les gens sur un pied d'égalité. Il n'y a personne qui a la réponse, même pas les psychiatres. Alors, je reviens à ce que vous disiez tantôt, quand on va chez le psychiatre, c'est parce qu'il a des réponses. Parce qu'on croit qu'il a des réponses, et en effet, il en a peut-être bien d'immédiates. Il n'y a pas de réponse pour savoir comment on est heureux ou malheureux dans la vie. Les psychologues et les psychiatres ne font pas de meilleur ménage et n'élèvent pas mieux leurs enfants que la boulangère du coin, et ça, n'importe qui peut s'en rendre compte. Donc, il ne faut pas croire qu'on a un savoir qu'on n'a pas. Tous les humains sont avec des questions, ils essaient admirablement, ils inventent, ils sont créatifs, que c'est une splendeur. Hein? Et puis, ça ne bouge jamais tout à fait la question. Mais entre-temps, ben, ça fait des vies, ça fait des civilisations, ça fait toutes sortes de choses. Alors, on arrive au terme de notre entretien. En quelques phrases de conclusion, qu'est-ce qui... peut-être d'une part, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez vu de l'évolution de la santé mentale, et puis surtout, qu'est-ce qui vous semble vraiment le message que vous avez vraiment envie de transmettre? Bon, la santé mentale a évolué de manière brillante. Moi, j'ai commencé avec les tout premiers médicaments, le Largactil. Et donc, on fait des progrès fabuleux de médicaments, ce qui a permis des progrès dans la psychothérapie, ce qui, entre autres, a permis le développement des thérapies familiales et systémiques, etc. Enfin bref. Donc je trouve qu'on a fait des progrès admirables et je ne suis pas du tout contre la biologie. Pas du tout. Mais voilà, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est d'être tous les jours ou à peu près confronté avec des humains qui sont justement dans la question d'une espèce de non-sens qu'il y a à être humain. Et puis de voir comment ils négociaient ça, de les aider. Parce que les gens ont besoin de parler pour pouvoir se conforter eux-mêmes pour négocier ça. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise que leurs solutions sont bonnes ou mauvaises. Ils ont besoin de se formuler à eux-mêmes, mais pour ça il faut quelqu'un d'autre, hein, pour pouvoir élaborer ça à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein. Et alors j'ai eu la chance d'être vraiment admiratif de voir, allez, il faut voir cette vie, hein, c'est infernal, un certain nombre de déprimés, de délirants, de gens qui ont, mais également de délinquants, j'ai beaucoup travaillé en prison, de cas remontent, le nombre de fois que je me suis dit, là-devant, en disant, mais moi, je ne supporterai pas le quart du commencement d'une vie pareille. Et ces gens, eux, ils continuent. Et donc j'ai au fond de moi-même une admiration comme ça, énorme pour la ténacité, la force avec laquelle les gens continuent de vivent et inventent, et trouvent moyen quand même de se réconcilier avec la vie, de redevenir serein, etc. Ça, pour ça, je suis vraiment enchanté d'avoir fait ce métier-là, parce que ça, c'est un spectacle remarquable, si je puis dire.